Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres des savoir-faire sur cette thématique un peu centrale de l'année, puisque c'est la reprise de la thématique des inspirations lointaines. Pour ceux qui sont déjà venus, vous savez pourquoi on a lancé cette thématique des inspirations lointaines. C'était l'envie de connaître un petit peu les nouvelles résidences, métiers d'art et design, qui sont apparues il y a finalement peu d'années. Certaines étaient plus anciennes, mais d'autres un peu plus récentes. Et c'était du coup de faire comprendre, de faire saisir au public à la fois parisien, mais au-delà, puisque nous sommes enregistrés, un peu pourquoi on envoie, alors non seulement des artistes, on va le voir avec l'Institut français, mais aussi, et surtout, pour ce soir, des artisans d'art et des designers se confronter à l'Italie, se confronter au Japon, se confronter aux États-Unis et bientôt en Arabie Saoudite ou en Inde. C'est cette inspiration lointaine qui peut être particulièrement inspirant. Et ce soir, j'ai vu Nicolas Pinon qui était venu nous expliquer pourquoi le Japon a été aussi important pour lui. Donc ce soir, trois personnalités, trois acteurs différents, tout en étant très complémentaires dans cette vision du développement à l'international, d'une spécificité, on peut dire, française, non pas les métiers d'art, non pas le design, mais ce couple, ce nouveau couplage et cette nouvelle interrogation, évidemment, avec, là je vais défendre la paroisse, avec un Mobilier National, évidemment, particulièrement en avance et un acteur important dans ce dialogue. Alors ce soir, donc, trois intervenantes et trois intervenants. On va commencer par Marie-Cécile Burnichon, ensuite Loïc Turpin du Mobilier National et enfin Joanne Lazage. Donc Marie-Cécile Burnichon, qui est directrice adjointe de la création artistique et des industries créatives et culturelles à l'Institut français, qui est l'opérateur, elle va nous présenter l'opérateur important de la valorisation à l'international de la création française. Elle a été secrétaire générale de plateforme, un réseau de 23 FRAC de 2009 à 2013, et elle a aussi une vie intellectuelle, une vie d'écriture, en étant membre notamment de l'Association internationale des critiques d'art, l'AICA, et a collaboré à plusieurs revues. Ensuite, donc ça sera la première intervention sur une vision, j'allais dire, politique, d'intervention de l'État sur le domaine international des métiers d'art et du design. Ensuite, Loïc Turpin nous présentera le positionnement et le parallélisme, si je puis dire, que fait le Mobilier National dans cette politique générale et aussi l'apport très personnel que l'on a au Mobilier National de cette approche internationale. Donc Loïc Turpin est chef du département, chef de service du développement et de la communication au Mobilier National, ancien étudiant de Sciences Po en politique publique et territoire. Il s'est beaucoup intéressé, s'intéresse beaucoup à la notion de démocratisation culturelle, et il a d'abord travaillé à la mairie de Paris, puis au cabinet, en tant que chef de cabinet du ministère de la Culture. Et enfin, Joanne Lazage, qui a dans une fonction peut-être un petit peu moins connue, mais tout aussi importante, qui est conservatrice générale du patrimoine et qui est depuis 2020 chef du bureau du patrimoine et de la décoration au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, MEAE pour les initiés. Et elle a été, donc elle a soutenu une thèse, elle a été spécialiste, elle est spécialiste du 19e et de Murat, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et elle a été inspectrice au Mobilier National, en charge notamment du Palais de l'Élysée. Donc voilà, le décor est planté, les acteurs sont présentés, donc on va ouvrir le bal sur l'international, sur ces inspirations lointaines, et qu'est-ce que ça signifie de la part des acteurs publics, d'État, dans cette incitation à la valorisation des métiers d'art. Donc je laisse la parole tout de suite à Marie-Cécile Burnichon pour nous présenter l'Institut français. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là, en plus en bonne compagnie, parce que c'est quand même beaucoup d'acteurs avec lesquels on fait des choses régulièrement. Je vais vous présenter l'Institut français très rapidement pour savoir de quoi on parle, et juste vous signaler, parce qu'en fait vous verrez que l'Institut français c'est un opérateur public, mais qui a quand même dans son ADN le fait de ne jamais agir seul, d'être toujours dans un travail entre guillemets d'équipe. Et pour l'illustrer, je ne suis pas venue seule. Donc dans la salle, je voudrais juste vous mentionner donc la mention de la présence
présence de Laura Davy, qui est la responsable du pôle art visuel, architecture, mode, design, qui est là, et Chloé Fricou, qui est la responsable du pôle des résidences à l'Institut français. Vous verrez que c'est deux volets importants de notre action. Donc, très rapidement, l'Institut français, c'est un opérateur qui est placé sous la tutelle des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. C'est une maison qui existe à peu près, on a fêté nos 100 ans l'année dernière, et qui est active dans de nombreux secteurs. Comprenez qu'on a d'abord, entre guillemets, un peu deux missions, pour le dire rapidement. Une mission, entre guillemets, sortante, une mission d'export, d'accompagnement de la création française à l'international. Et quand on dit création, on est sur un spectre qui est extrêmement large, puisqu'on couvre à la fois les domaines du spectacle vivant, de la création artistique, à la fois les arts visuels, le design, les métiers d'art, on va en parler, mais aussi le cinéma, le domaine de l'édition, la création numérique, qui est un secteur sur lequel on s'est positionné plus récemment, mais avec beaucoup d'élan, et puis des missions qui sont plus récentes sur la question du débat d'idées, notamment lutter contre la désinformation, animer aussi le débat entre les sociétés civiles. Donc c'est un acteur qui est fondamentalement pluridisciplinaire, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et puis dans notre action, on a donc sous l'impulsion d'Eva Nguyen Binh, qui est la présidente de l'Institut français depuis 2 ans, développé 2 feuilles de route qui sont un peu des dynamiques transversales à l'ensemble de nos actions et qui nous intéressent ici, qui sont d'une part en fait une feuille de route entre l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout l'éco-responsabilité, qui est évidemment, entre guillemets, un moteur de transformation de l'ensemble de nos actions. Et vous comprendrez que pour un acteur de l'international, c'est à la fois passionnant et pas si simple non plus. L'Institut français, donc, on est à Paris. On agit donc en relation avec ce qu'on appelle le réseau culturel, qui est composé à peu près d'une centaine d'instituts français dans le monde, et puis le réseau des Alliances françaises, qui est un réseau qui est extrêmement dense et qui comprend à peu près 800 alliances françaises dans le monde. Sur les secteurs, en tout cas, les 2 sujets dont on va discuter aujourd'hui, à la fois métier d'art et design, c'est important de vous dire que ce sont des secteurs qui sont couverts par l'Institut français et le réseau culturel depuis de nombreuses années, notamment sur la question du design. En fait, on a apporté une présence à Milan depuis de nombreuses années, puisque en Europe, c'est quand même vraiment l'endroit où il faut être, si on peut le résumer comme ça. Et sur les métiers d'art, c'est une présence qui s'est manifestée à l'occasion d'un partenariat exceptionnel et d'un partenariat privilégié qu'on a pu nouer autour de la Villa Kujoyama, donc qui est une résidence d'artistes et de créateurs qui est basée donc à Kyoto, et qui sous l'impulsion de la fondation Bettencourt Schuller, qui en est devenue le partenaire privilégié depuis 2014, s'est vraiment lancé dans l'accompagnement des métiers d'art à l'international. Et c'est vrai que ce partenariat a été extrêmement important, puisqu'il nous a permis de pouvoir d'abord explorer ce sujet-là, comprendre qui étaient les créateurs, les artisans d'art pour les accompagner, et ça nous a permis aussi de pouvoir développer non seulement de s'intéresser à ce qu'était le temps de la résidence, c'est-à-dire ce temps de rencontre, d'infusion, de déplacement aussi dans les pratiques artistiques, mais aussi de pouvoir penser comment on prépare l'avant de la résidence et comment on prépare l'après de la résidence, c'est-à-dire comment on valorise ce qui est fait. C'est vraiment important aussi de se dire qu'aujourd'hui, la résidence, c'est pas seulement le hardware, c'est-à-dire en fait la question de l'accompagnement immobilier, mais c'est aussi tout le software, et vous pardonnez ces anglicismes, à ce niveau-là, pour comprendre aussi que c'est aussi une dynamique d'accompagnement qui est plus large. Et c'est vrai que sur ces 2 secteurs, la Villa Kujoyama a été extrêmement importante. Parmi les designers, par exemple, qu'on a pu donc accompagner, je vais vous donner quelques noms comme Benjamin Grindorge, José Lévy, François Azembourg, Samir Rio, Émilie Rigaud. C'est vrai que ce sont des designers qu'on a accompagnés très tôt. L'entrée du design dans la Villa Kujoyama, ça date de 1994. Donc ces noms sonnent peut-être aujourd'hui comme des personnalités très connues, mais au moment où elles étaient au Japon, c'était vraiment le début de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et puis sur les métiers d'art, donc en 2024, d'ailleurs, en fait, on va célébrer
célébrer avec la Fondation Bettencourt-Schuller donc les 10 ans de son soutien au métier d'art par une série d'événements qu'on va développer à la fois en France et au Japon, et avec une série de manifestations qui se dérouleront en fin d'année 2024 et auxquelles on sera heureux de pouvoir vous convier, puisque du coup il y aura évidemment une dimension publique à l'ensemble de ces manifestations. Peut-être pour vous donner quelques noms, parce qu'il est important d'incarner, en fait on parle de secteurs mais ils sont portés par des personnalités, par leurs inspirations. Donc parmi les lauréats des métiers d'art, j'ai envie de citer par exemple Manuela Paul Cavalier, qui est la première résidente de l'Institut français. Je crois qu'on va retrouver à la Villa Albertine, qui travaille l'or, pour le dire simplement. Nelly Saunier, qui est une plumassière. Karl Maslow, qui est un créateur de bijoux. Céline Wright, en fait, autour du luminaire en papier. Et puis Natacha Poutou et Sacha Ourcade autour du design d'objets. Donc c'est vrai que grâce à ce travail en profondeur mené donc avec la Villa Kujuyama, j'ai envie de dire qu'on a défriché ce sujet et qu'on a acquis une certaine forme d'expertise et de meilleure connaissance de l'écosystème, ce qui nous a permis en 2023, lorsque l'équipe précédente en fait, du ministère de la Culture a lancé une stratégie nationale sur les métiers d'art, de pouvoir s'inscrire dans cette stratégie et de pouvoir développer certains axes dont le mobilier est aussi, entre guillemets, bénéficiaire, et de pouvoir disposer à la fois d'outils et de moyens nouveaux. C'est vraiment important, puisque c'est vrai que sur un secteur qui était un peu plus récent, de constater que les politiques publiques ont un effet et qu'un volontarisme peut produire des choses, et on va pouvoir vous le montrer. Peut-être vous décrire un peu comment l'Institut français du coup agit sur ces secteurs. Peut-être le premier point qui est invisible mais que j'aime bien souligner, c'est que pour que ce qu'on appelle le réseau culturel, ça veut dire l'ensemble de nos collègues en poste, puissent se saisir d'un sujet, il faut d'abord résoudre le paradoxe de la connaissance. C'est un peu comme ça que je résume le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le design, qu'est-ce que c'est que les métiers d'art, surtout qu'en fait, vous comprendrez qu'ils sont dans des contextes extrêmement différents. Donc en fait, ce que nous, on appréhende comme design ne l'est pas du tout dans un certain contexte, et vice-versa pour les métiers d'art, sachant qu'en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut, nous, du coup, peut-être faire des séparations des fois un peu étanches, quand bien même, je pense que c'est intéressant de voir que le design, aujourd'hui, c'est un peu un moteur de contemporanéité d'une approche des métiers d'art. En tout cas, ça peut être un des axes, entre guillemets, d'appréhension du sujet. Et donc, ce qu'on a mené auprès du réseau culturel, c'est de la sensibilisation, de la formation, des webinaires, notamment sur mode et métiers d'art, la relation entre les designs et les métiers d'art. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir, entre guillemets, équiper nos collègues qui sont sur place à identifier d'abord les bons acteurs, puisqu'on est aussi dans des sujets de mise en relation, donc il est important de ne pas rater son casting, entre guillemets, de pouvoir s'adresser aux institutions qui ont une certaine légitimité, qui ont une dimension internationale, et puis de pouvoir repérer sur place en fait les designers et les artisans. Donc ça, c'est vraiment important, c'est un sujet de fond, et d'ailleurs l'Institut français est missionné par le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir développer des cycles de formation sur l'ensemble du sujet qui sont portés. Donc ensuite, notre accompagnement sur ces secteurs, on va dire qu'on l'appréhende comme une forme de parcours. C'est-à-dire que dans notre première brique, on va s'intéresser donc en fait à l'émergence, c'est-à-dire pouvoir repérer, accompagner les designers qui sortent d'école, les artisans d'art qui sont au début de leur pratique. Ça, c'est un peu notre mission sur l'émergence. Quand bien même, je précise tout de suite qu'en fait, on n'a pas une doxa sur le sujet, c'est-à-dire que dans notre action d'accompagnement à l'international, on s'intéresse à la fois à des artistes, à des créateurs qui sont très renommés parce qu'ils sont, entre guillemets, vecteurs d'influence. Ils permettent aussi de pénétrer sur des territoires avec des gens qui arrivent avec leur aura, mais néanmoins, on a une attention très particulière, entre guillemets, aux jeunes générations. Donc, pour cela, on a notamment des programmes de résidence. Donc, j'ai parlé de la Villa Kujuyama, et puis un programme donc, qui est piloté dans l'équipe de Chloé, qui sont des programmes de mobilité.
et notamment un programme qui a récemment été transformé, qui s'appelle aussi MIRA, l'acronyme voulant dire Mobilité internationale de recherche artistique, et qui s'adresse donc à différents secteurs et qui, à la faveur de la stratégie nationale sur les métiers d'art, s'ouvre encore plus aux artisans d'art. Donc ça, c'est vraiment important et qui permet à des artisans d'art de pouvoir proposer un projet de recherche dans n'importe quel territoire du monde pour des durées à peu près d'un mois et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'Institut français. Bon, je ne peux que vous inciter à consulter régulièrement le site de l'Institut parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et ça, cet appel à projet est ouvert notamment jusqu'au 15 avril. Donc ça, c'est la première brique, entre guillemets, dédiée à l'émergence. Une autre action qui est très importante, c'est l'action de mise en relation et qui s'incarne par un programme qu'on a développé depuis 2009 qui s'appelle le programme Focus, qui consiste à inviter en France, à Paris, en région, toujours adossé et en partenariat avec des institutions, souvent à l'occasion d'un temps fort, des professionnels étrangers pour qu'ils viennent se nourrir de la scène française, qu'ils puissent repérer les tendances et qu'ils puissent aussi finalement mieux comprendre la façon dont nos écosystèmes, nos filières sont structurées. C'est vrai que nous, de France, on ne réalise pas souvent à quel point, en fait, à la fois sur le sujet des écoles d'art, de la diffusion artistique, des chants chorégraphiques, on a un paysage qui est extrêmement fourni, qui est extrêmement structuré. On a des écoles qui fonctionnent et c'est vrai que c'est pas le cas dans le... Comment dire, c'est des situations qui sont très différentes selon les contextes, donc voir comment les professionnels s'organisent, comment ils travaillent en réseau, ça peut être aussi inspirant pour des professionnels. Donc ça, en fait, c'est un programme qu'on a décliné sur l'ensemble des secteurs et par exemple qu'on a eu la chance de mener donc en fait en 2022 dans le domaine du design. D'ailleurs, on était là pour la séquence inaugurale avec vous. On a mis une petite cohorte d'une vingtaine de professionnels complètement étrangers à Paris et ensuite donc à Saint-Étienne à l'occasion de la Biennale de Saint-Étienne. Et donc ces rencontres produisent leurs fruits. Donc, par exemple, en fait, on avait dans notre délégation la fondatrice de la Design Week de Mexico, qui est revenue, on va dire, avec des étoiles dans les yeux, mais plus sérieusement, en tout cas, avec beaucoup d'inspiration, et qui a décidé en 2023 de pouvoir inviter la France comme pays d'honneur, à l'honneur, dans la Design Week. Donc ça nous a permis de construire une programmation. Vous étiez aussi là avec un programme aussi tout à fait intéressant. Ça nous a permis de pouvoir, par exemple, inviter des designers et des artisans qui sont allés sur place, qu'on crée ensemble, et de pouvoir présenter quelques mois plus tard, à l'occasion de la Design Week, le résultat de leurs travaux. Donc ça, c'est vraiment c'est des choses qui fonctionnent très bien et qui produisent leurs fruits. Dans ces Design Week, il y avait aussi donc des ateliers, il y avait aussi des expositions. Enfin, l'idée, c'est il y avait organisé aussi au sein du parcours des galeries un parcours français qui permettait aussi de montrer comment les collections ou comment des artisans étaient déjà présents sur place. En 2024, donc dans le cadre de ce plan sur les métiers d'art, on va organiser le premier focus donc sur les métiers d'art qui va se dérouler d'ailleurs pendant les journées européennes des métiers d'art, qu'on va vraiment construire alors avec le Mobilier National, l'Institut National des Métiers d'Art, avec donc de nombreux partenaires. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire équipe. Dans le langage du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on dit souvent faire équipe France, voilà, pour pouvoir être ensemble. Et surtout, on ira aussi à Atelier d'Art de France, on va faire des parcours. Et on ira aussi en région Aquitaine pour pouvoir, montrer différents savoir-faire autour du cuir, autour de la céramique et autour de la tapisserie d'Aubusson. Donc ça, c'est vraiment important puisque finalement, ça, je veux dire, pose les jalons, ça sème les graines pour des projets futurs. Une fois qu'en fait ces mises en relation donc, se sont effectuées, arrivent des projets et donc là on dispose entre guillemets de différents outils pour pouvoir les accompagner.
Chaque année, on aide sur ces 2 secteurs pratiquement en fait une quarantaine de projets. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, le design était une discipline plus demandée et que là, dans notre programmation 2024 qu'on a fait en partie, on voit que les métiers d'art, grâce au travail justement de sensibilisation du réseau, d'information à nos collègues en poste et aux professionnels étrangers, commencent à porter leurs fruits et qu'il y a de plus en plus de projets donc, sur les métiers d'art. En termes de géographie aussi, ce qu'on voit, c'est que là, jusqu'à l'année dernière, on était très présents aussi en Asie et en Europe. C'était les 2 zones qui étaient les plus demandées et que là, on voit aussi que l'intérêt des métiers d'art, c'est qu'elles sont aussi ancrées dans des contextes très spécifiques où on peut réveiller soit des techniques vernaculaires, avoir accès en fait à des matériaux et que c'est à la fois vraiment une discipline idéale pour pouvoir créer entre guillemets des regards croisés, des résidences, pour pouvoir entre guillemets créer de la réciprocité donc sur ces secteurs. Peut-être vous dire si j'ai encore quelques minutes du coup, par exemple simplement incarner comment on fonctionne. À Milan, l'année dernière, on a pu soutenir une grande exposition de Constance Bisset à l'Institut français de Milan, faire un projet à base qui est un autre centre d'art à Milan dont on avait aussi accueilli lors d'un focus la directrice. On a pu aussi accompagner des projets portés par Levia autour du French Design. Donc on essaye aussi d'avoir une sorte de présence entre guillemets composite, mais au bon sens du terme, pour pouvoir valoriser les différents aspects, les différentes approches du design. En 2023, on a pu aussi accompagner par exemple les Sismo lors de la Biennale de Porto, ou soutenir des rencontres sur les métiers d'art en Arabie saoudite. Ce qui est important dans cette action, c'est qu'on travaille aussi très bien avec les collectivités territoriales. L'Institut français a donc noué une vingtaine de conventions, à la fois avec des régions et des métropoles, qui certaines en fait ont vraiment choisi de se développer sur ces secteurs, et ça donne donc des projets entre Rennes et Kyoto, par exemple, ou entre Saint-Étienne et Séoul. En 2024, c'est vrai qu'on voit qu'on a beaucoup davantage de projets qui arrivent sur les métiers d'art, mais toujours dans un dialogue fécond avec le design. Donc, par exemple, dans les projets qui vont advenir et qu'on a décidé d'accompagner, il y a par exemple la Biennale de Ljubljana, qui est la plus ancienne biennale des designs donc, en Europe, et qui aura cette année comme commissaire Alexandra Midal. De pouvoir continuer notre soutien à une opération qui existe déjà depuis pratiquement 10 ans aux États-Unis, mais qui se réinvente, qui s'appelle donc We Design, qui est adossée sur le salon Wanted Design, pilotée par Odile Hainaut, qui joue un rôle évidemment majeur dans la stratégie internationale. Donc c'est une opération vraiment intéressante parce qu'elle s'est basée initialement sur des duos qu'on appelait transatlantiques, donc avec des designers qui venaient rencontrer leurs homologues sur place, qui a aussi dans sa dynamique qui a associé les écoles. Et là, cette année, on a donc aussi l'école de Saint-Étienne qui sera sur place. Et puis, on a décidé aussi de pouvoir soutenir des galeries dans des présences, dans des expositions et dans des salons. Ce qu'on peut aussi dire aussi qu'on accompagnera cette année, c'est par exemple une nouvelle occurrence du projet de Mathilde Bretillot avec ses International Design Expeditions, qui se déroulera en Suède et qui donnera lieu à une exposition où elle capitalisera sur l'ensemble des explorations qu'elle aura pu mener et qui sera présentée donc à Saint-Étienne. Donc ça, c'est vraiment le volet qu'on appelle entre guillemets export dans notre langage. Depuis, on cherche aussi à renforcer l'aspect économique, c'est-à-dire, c'est vrai que, comment dire,
en bon dialogue avec Business France. Et puis, dans le cadre du plan de relance, il y a eu de nombreux dispositifs justement qui incitaient à combiner une approche culturelle, c'est-à-dire une exposition, mais qui aussi se disait, bon, si on peut aussi finalement nourrir l'écosystème d'un artisan d'art, d'un designer pour prendre des contacts, nourrir son marché. C'est pas des gros mots en fait, c'est quand même une nécessité pour pouvoir développer son activité. Et donc, dans ce cadre-là, l'Institut français a non seulement été bénéficiaire d'un appel à projet sur les industries culturelles et créatives qui est porté par le ministère des Affaires étrangères et qui nous permet de travailler de façon un peu plus structurante, c'est-à-dire par exemple participer à mettre des résidences entre la France et l'Espagne dans le domaine du design. Et puis un autre dispositif qui s'appelle ICC Immersion, donc qui est porté par l'Institut français et par BPI France. Donc ça, c'est un projet plus conséquent sur 5 années, doté de 10 millions, et qui accompagne là des entreprises dans leur exploration de leur d'un écosystème, d'un tissu culturel et économique pour pouvoir soit développer des projets, soit développer des antennes. Donc, je peux vous inciter aussi à aller voir sur le site de l'Institut français la description et la présentation de ce projet ICC Immersion qui, à chaque fois, est composé de cohortes qui explorent une situation. Et là, récemment, donc, on a ouvert des appels à projets sur l'Arabie Saoudite, sur l'Inde, sur l'Australie et l'Italie. Et c'est vrai que lors de notre toute dernière discussion, on faisait le constat qu'il était vraiment nécessaire de pousser le message un peu plus loin pour inciter des designers aussi à rentrer dans ce projet qui est composé de plusieurs phases, mais qui permet une exploration d'abord en fait en groupe d'un territoire. L'intérêt vraiment de ce projet, c'est que les bénéficiaires sont accompagnés en amont. C'est pareil, on essaie aussi de les équiper pour comprendre aussi, on ne va pas travailler en Corée de la même façon qu'on va atterrir au Japon ou qu'on va peut-être aller en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que toute cette phase un peu propédeutique, elle est aussi nécessaire pour bien travailler ensemble. Donc, en conclusion, je vous ai décliné très très rapidement cette action. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de pouvoir de constater que, le réseau culturel s'empare de ces sujets-là. Et par exemple, en fait, ce que tu as mentionné, Marc, c'est-à-dire le fait que des résidences s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Par exemple, tout récemment, le réseau culturel en Inde, à l'échelle de ce grand territoire, a mis en place 16 résidences qui sont ouvertes à 3 champs disciplinaires, dont les métiers d'art. Et c'est vrai que ça permet aussi des temps de recherche, d'exploration. Donc ça, c'est le dispositif de la Villa Swagatam. Aux États-Unis, la Villa Albertine a développé aussi un réseau donc à l'échelle de ces 10 localisations à l'échelle des États-Unis qui est aussi ouvert à ces territoires. Et ça permet vraiment des allers-retours entre la France et puis le pays concerné. La seconde chose qu'on a satisfaction aussi à voir, c'est de constater que certains designers, artisans qu'on a pu accompagner font leur carrière et on a des belles histoires, entre guillemets, à raconter, c'est-à-dire à la fois d'un lauréat de la Villa Kujuyama en 2016, je pense à Karl Maslow qu'on a pu accompagner, qui est ensuite lauréat d'Atelier d'Art de France, prix d'intelligence pour la main. Donc c'est vrai que et qui, dans sa carrière maintenant, intègre définitivement l'international. Et puis peut-être la troisième chose aussi, c'est de constater que la France a là aussi cette capacité à penser des événements, c'est-à-dire un peu la dimension plus ingénierie pour pouvoir porter des secteurs. Je pense par exemple à la Biennale Révélation, qui donc après son développement en France est en train de s'installer donc en Chine cette année, donc qui revoit un peu sa façon de faire, mais vraiment pour pouvoir faire un dialogue fécond avec ce territoire. Et puis cette année aussi, on a accompagné le développement et l'installation à Hong Kong du salon Maison et Objets. Donc ça, c'est vrai, c'est aussi une spécificité française de pouvoir, entre guillemets, modéliser. Je pense par exemple au succès de la fête de la musique qui est devenue une fête absolument mondiale, la fête des Lumières de Lyon qui était un événement local qui est devenu aussi... Voilà. Donc voilà, et c'est vrai que je pense qu'on doit aussi valoriser ces différentes plateformes parce qu'elles permettent aussi des mises en contact. Merci beaucoup Marie-C.
Juste avant, on fera les questions à la toute fin, mais donc on va enchaîner, mais peut-être quelques réflexions et peut-être une question. D'abord, merci de rappeler que la distinction métier d'art design est quand même une distinction malheureusement très française. Et au Mobilier National, on dit bien que nous, justement, cette institution Mobilier National rassemble ces deux aspects, la conception et la réalisation, et ça depuis 4 siècles. Donc on a une espèce de côté prédécesseur sur cette réconciliation entre le corps et l'esprit. Merci de montrer que ce panorama, en fait, il est très riche, de rappeler aussi que c'est moins connu, mais enfin l'ingénierie culturelle française est extrêmement forte. Je ne connais pas beaucoup de pays, il y a peut-être l'entertainment américain dans la manière de raconter, mais la capacité française à inventer la culture et à la mettre en scène, et en fait on en prend rarement en considération, mais c'est quand même une ingénierie très très importante et ça se développe. Et dernier peut-être petit point, on a évoqué rapidement, et on le réévoquera dans la soirée, le rapport public-privé, notamment l'importance de la Fondation Bettencourt, qui intervient maintenant depuis très longtemps, mais dans les métiers d'art à l'international. Il y a eu d'abord la Villa Kujuyama à partir de 2014. Ensuite, il y a eu la Villa Albertine sous une autre modalité, mais qui est aussi de la résidence un peu partout, aux États-Unis. Et enfin, son intervention à la Villa Médicis, qui est plutôt de la résidence et de l'intervention sur un chantier auquel participe le Mobilier National de rénovation. Comment se développe ce partenariat? Est-ce que vous êtes à la recherche? J'imagine que oui, mais notamment sur les territoires à développer, ce partenariat public-privé, comment vous arrivez à l'articuler ou comment vous le suscitez? C'est vrai qu'il est vraiment important, et c'est vrai que pour la Fondation Bettencourt et la Villa Kujuyama, ça a été aussi vraiment une rencontre, et c'est-à-dire que les attentes du partenaire permettent aussi d'énoncer des attentes sur à la fois l'appréhension qu'il a de la résidence. Et c'est vrai que cette idée du préparer l'amont et l'aval, c'est vraiment une formule qui s'est entre guillemets inventée avec eux. Donc ça a été extrêmement précieux. Donc oui, l'Institut, j'ai envie de dire, il est à la rencontre de différents partenaires. Il va aussi effectivement sourcer des partenaires on va dire, locaux pour à la fois des questions de modèle économique, mais à la fois aussi pour pouvoir s'adosser sur des partenaires qui ont aussi leur propre conception. C'est vrai que le réseau culturel est là aussi, il agit un peu en tête, entre guillemets, moteur de recherche, hein, mais comme vous savez, le réseau culturel, il a aussi sa temporalité qui est cyclique, et de pouvoir s'adosser sur des partenaires, pour certains qui ont vraiment ces secteurs chevillés au corps, c'est quand même, entre guillemets, la garantie de pouvoir être dans un dialogue. En fait, c'est vrai que j'ai essayé d'exprimer, la diplomatie, c'est plus arriver quelque part et puis poser son regard et poser ses projets. La dimension de dialogue, elle est absolument nécessaire, la dimension de coopération, voire la dimension de réciprocité. Donc c'est vrai que dans notre, et notamment vis-à-vis de nouvelles géographies, il faut aussi, on arrive aussi vers des partenaires privés quand il n'y a pas de puissance publique. Voilà. Et c'est vrai que sur certains territoires, les acteurs privés, par la force des choses, en fait, sont les premiers porteurs, entre guillemets, de la société civile sur des enjeux culturels et singulièrement sur les questions des métiers d'art aussi. Merci beaucoup de cette précision. Et justement, un des acteurs, non pas privés, mais publics, importants qui vous aide à l'international, c'est le Mobilier National. Donc je vais laisser la parole à Loïc pour présenter l'action du Mobilier National. Et je change de PowerPoint en 2 coups. Voilà. Je m'épate tellement je suis, pour l'instant, assez bon. Voilà. Donc à toi, Loïc, de nous présenter le Mobilier National. Je suis Loïc Turpin, je suis le directeur du développement du Mobilier National, et à ce titre, Hervé Lemoine, président du Mobilier National ici présent, m'a confié il y a 3 ans le soin de développer un axe international à notre institution. Je dis développer, je devrais presque dire renouer avec une tradition internationale des manufactures nationales, puisque on ne part pas de rien au Mobilier National en matière de rayonnement des arts décoratifs. C'est même presque dans l'ADN de l'institution de faire rayonner les savoir-faire à l'étranger.
évidemment sous l'Ancien Régime, évidemment on parle le français dans toutes les cours d'Europe, et ça s'accompagne de vaisselle de Sèvres, ça s'accompagne de tapisserie des Gobelins. Les arts décoratifs ont toujours été un puissant levier, presque une arme diplomatique de rayonnement et de soft power, comme on dirait dans un vocabulaire plus contemporain, avec un autre tournant qui est celui du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, les manufactures nationales rayonnent à nouveau. C'est aussi parce que l'art déco remet à la mode un art très français. Et là, je me tourne vers Jeanne, mais le réseau diplomatique a été aussi une vitrine majeure pour nos manufactures et pour le mobilier national d'expression des savoir-faire. On parle encore aujourd'hui de villes emblématique, presque mythique pour les arts décoratifs. On parle de Belgrade, on parle d'Ankara, on parle d'Ottawa, comme des grandes ambassades françaises qui ont été aussi l'expression d'un style décoratif. On sait que le style décoratif est important en France. Je crois, ça c'est tout ton contrôle, Marc, et on a inventé le plus de styles décoratifs dans le monde et qu'on les a exportés en tant que tels. C'est une arme politique, le style décoratif, mais c'est aussi une arme diplomatique. Et les ambassades ont été l'expression de cela. Troisième tournant, c'est la création de l'Arc dans les années 60 par André Malraux, qui donne au design français la possibilité de s'exprimer sur la scène internationale. Et là encore, on crée des pièces assez uniques, qui prennent d'ailleurs le nom des villes dans lesquelles elles ont été exposées. Il y a un modèle Osaka de Pierre Paulin pour l'exposition universelle d'Osaka. Il y a un modèle d'Olivier Mourgue pour Montréal. Exactement. Et là, on est sur des chaises Washington plus tardives, années 84. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté de renouer avec une grande tradition des manufactures nationales de s'exprimer et d'exprimer les arts décoratifs à l'étranger. C'est vrai que la volonté du président du Mobilier National, en voulant ouvrir cette maison, en voulant aussi marquer l'idée que le Mobilier National n'est pas uniquement là pour assurer le train de vie de l'État et de nos institutions de la République, mais bien d'être un chef de file ici au niveau national, mais aussi à l'international, de tous nos savoir-faire, de tous nos métiers d'art, publics et privés, nous a poussé à renouer avec des grands projets, avec des grands chantiers. Et je crois, Marc, on avait essayé de le... Alors, oui, je crois qu'on a même passé la présence historique, mais... voilà, l'idée c'était de renouer avec des grands projets emblématiques, et on a commencé il y a 3 ans avec peut-être ce qui devait être plus évident, c'est nos grandes institutions à l'étranger que sont nos villas, avec au même moment quasiment où Hervé Lemoine prenait ses fonctions, le directeur de la Villa Médicis prenait les siennes, et il y a eu comme une évidence à l'idée de faire de la Villa Médicis une vitrine des arts décoratifs. Donc on a relancé un grand appel à projet. C'est la décoratrice India Madhavi qui a remporté cet appel à projet et qui a fait de la Villa Médicis, dans ses étages supérieurs, aussi l'expression des savoir-faire, des métiers d'art. C'est toujours le cahier des charges qu'on pose dans ces grands appels à projets. Cette idée que le décorateur doit être aussi une sorte de chef d'orchestre d'un éventail de savoir-faire. On impose au décorateur peu de contraintes, mais celui d'être aussi l'expression de la marqueterie de paille, du galuchat. En l'occurrence, dans l'exemple d'India Madhavi, il y a des créations textiles incroyables de la maison Four à Aubusson, et de la marqueterie évidemment. Chaque projet doit être aussi emblématique d'un dialogue entre la création contemporaine et les métiers d'art, avec une notion qui nous semble très importante, et on joue beaucoup de cette notion, c'est celle de l'ensemblier décorateur.
C'est finalement très français, cette notion d'ensemblier. On en avait parlé avec Marc, mais je crois qu'il n'y a même pas de traduction. C'est impossible de traduire ce mot ensemblier dans d'autres langues que le français. Et c'est vraiment cette idée de mettre ensemble, de faire dialoguer les matières, mais aussi de faire dialoguer les époques. Et donc on ne s'interdit rien au Mobilier National, et encore moins l'idée de faire dialoguer de la création contemporaine, créée spécialement pour le lieu qui va nous occuper, avec nos collections qui sont aussi l'expression de 4 siècles d'art décoratif. Et donc, c'est aussi le travail de l'ensemblier décorateur de faire jouer les époques et de marier les styles et les matières. Et puisque nous sommes aussi aux Manufactures des Gobelins et que l'art textile est aussi un art très français, on fait dialoguer le design avec notamment la tapisserie ou l'art de la savonnerie. Ça, c'est une notion importante dans ces appels à projets, celle de l'ensemblier décorateur. Ce dialogue qu'exprimait Marc entre les métiers d'art et le design. Ça fait 4 siècles au Mobilier National qu'on travaille avec des contemporains qui dialoguent avec des métiers et des pratiques et des savoir-faire ancestraux, mais qui sont toujours l'expression d'une contemporanéité. On le raconte souvent, et j'accompagnais Hervé Lemoine au Japon, où le Japon est un très grand pays de savoir-faire. Je regarde Nicolas qui connaît mieux que moi l'art de la laque, mais c'est aussi un pays qui a su préserver ses savoir-faire par une forme de conservatisme dans ses métiers, et qui nous regarde parfois avec des yeux un peu étonnés quand on ose marier le dialogue entre un artiste contemporain et un métier d'art. Et c'était pour ça qu'on nous a invités plusieurs fois au Japon, pour aussi exprimer cette bizarrerie française qui consiste à toujours faire vivre les métiers d'art au travers de la création contemporaine. Et puis il y a un autre point qui nous sert beaucoup en ce moment à l'international, c'est le retour en grâce des métiers d'art, du craft sur la scène et sur le champ artistique. On retrouve beaucoup dans les foires, dans les salons, dans les médias, de la tapisserie, de la céramique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, repartir avec ces grands concours, dans un moment où à l'international, les métiers d'art, et notamment les métiers d'art français, on le vend en poupe, ça permet de lancer aussi ces grands concours. Dernier en date, ouvert l'année dernière, c'est la Villa Albertine, donc à New York, Upper East Side. Le dernier étage qui a été complètement confié au Mobilier National. À l'issue d'un appel à concours, on a sélectionné le décorateur Hugo Toro, qui lui-même est un ambassadeur des métiers d'art. Il a fait le salon d'attente VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, il a fait la gare Saint-Pancras à Londres. À New York, il a été vraiment ce chef d'orchestre dont on parlait, qui a su faire dialoguer une dizaine, je crois qu'on en a compté 12, savoir-faire et éventail de métiers. Et aujourd'hui, le nouveau directeur de la Villa Albertine nous le disait, c'est un showroom, une vitrine d'expression fabuleuse. Ils y font leurs conférences de presse, ils y font leurs rendez-vous institutionnels, parce que ça incarne quelque chose qui va au-delà d'un décorateur traditionnel. C'est vraiment cette idée de l'ensemblier. Il y a 8 pièces de nos collections aussi qu'on retrouve à la Villa Albertine, qui sont de toutes les époques et de tous les styles que Hugo Toro a aussi mis en avant. En quelques mots, l'enjeu aussi de ce rayonnement des arts décoratifs à l'international, c'était de se réinventer dans les grands événements. On a inauguré ce matin, on a fait tomber de métier, littéralement tomber du métier, c'est-à-dire libérer la tapisserie de ses chaînes, la grande tapisserie des Jeux Olympiques de Paris. Notre président ici présent a fait une trentaine d'interviews. Parmi eux, il y avait une dizaine d'internationaux. Le New York Times va nous en faire les honneurs demain. Mais c'est aussi par ces grands événements et par l'événementiel qu'on repositionne les métiers d'art à l'étranger. Et en l'occurrence, cet art si français de la tapisserie. Je parle des Gobelins, mais derrière les Gobelins, on a aussi
la responsabilité en tant que manufacture nationale d'être l'ambassadeur de ce bassin d'emploi fabuleux dans la Creuse qui est Aubusson. Et qui, Aubusson, ce sont des maisons privées qui, elles, exportent à l'étranger et qui, aujourd'hui, sont en train de développer des petits showrooms dans beaucoup de villes parce que la tapisserie a aussi de beaux jours devant elle. Donc les Jeux Olympiques, c'est vraiment un bel événement international pour remettre les métiers d'art à l'honneur. Les JO, bien sûr. Sèvres va aussi créer ses vases qui sortiront du four très prochainement pour être mis aux médaillés olympiques. Et puis les expositions universelles, on en reparlait tout à l'heure, mais Dubaï a été une première expérimentation il y a 2 ans. Et là, on est tous dans les starting blocks pour Osaka 2025, dont le thème sera savoir-faire et audace. Donc définitivement, on y a toute notre place, en reprenant une grande tradition de créer du mobilier. Et on va recréer du mobilier Osaka 2025, comme on en a créé en 70 avec Pierre Paulin. Donc ça, c'était un petit avant-goût pour les événements. Et puis, alors ça, évidemment, c'est avec nos complices de l'Institut français, et c'est grâce à nos complices de l'Institut français, les instituts dans les postes, dans les pays, et l'Institut français Paris, qui nous aide beaucoup sur ces programmes. L'enjeu, il est vraiment d'encourager les échanges, toujours dans ce dialogue entre design et métier d'art. C'est difficile, on en parle souvent, on en a reparlé avec Chloé, de faire des résidences sur les métiers d'art, parce que souvent on pense qu'on va venir 3 semaines au Mobilier National, ou même 3 mois, et on va repartir avec une tapisserie ou avec le prototypage d'un meuble. Alors que la notion même, et je parle à Marc qui a écrit sur le slow made du métier d'art, c'est le temps. Et qu'une résidence, par définition, c'est court. On ne s'installe pas pour 3 ans en résidence, et encore moins pour 6 ans, qui est le temps nécessaire à une tapisserie. Donc il faut trouver le bon moment, il faut trouver le bon ton. Et il faut trouver aussi la capacité économique de nos artisans, par exemple, à fermer un atelier pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 1 mois et demi, pour venir s'inspirer. C'est peut-être aussi ce qui est la différence avec les arts plastiques, très clairement. C'est pas si simple en fait de créer ces résidences. En tout cas, on les expérimente et ça marche plutôt bien autour de cette idée d'inspiration. On s'est fixé un objectif, c'est toujours du sur-mesure. C'est pas pareil d'accueillir un résident designer japonais qu'un artisan mexicain ou en l'occurrence un chinois comme on va l'accueillir l'année prochaine. Cette année-là, en novembre. L'idée est toujours de se dire qu'on doit, en fonction de son parcours, lui créer une résidence sur mesure qui va l'emmener non seulement à Paris dans nos ateliers, mais aussi partout en région. Et on créera en fonction de son appétence pour le textile, pour la dentelle, pour la tapisserie, des moments d'inspiration à Aubusson, au Puy-en-Velay, à Alençon, à l'Odève. Et c'est donc à l'écoute du parcours du créateur qu'on tisse, si j'ose filer la métaphore, le parcours de résidence. On a beaucoup encore à apprendre sur ces résidences et on les expérimente avec joie. Je vois que Alain Lardet est ici aussi et le JAD est aussi un partenaire avec qui on échange sur comment réussir à faire de ces résidences le meilleur moment pour les créateurs, avec une autre notion autour de ces métiers d'art, c'est cette notion de comment on échange sur des cultures, puisqu'il s'agit d'accueillir des designers ici en France, mais il s'agit aussi d'en envoyer à l'étranger. Là où, par exemple, l'artisanat se fait sous forme de communauté, là où il y a des enjeux forts autour de la notion d'appropriation. Donc il y a toujours cette notion de dialogue avec des vraies valeurs, par exemple de vraiment faire un dialogue. On s'attache toujours, et on était au Mexique la dernière fois, à toujours citer l'artisan et le designer, ne jamais faire s'effacer derrière le designer le savoir-faire. Ça, je pense que c'est des notions importantes dans ces idées de résidence.
Et enfin, peut-être pour finir, un petit mot sur la diffusion des savoir-faire. On a évidemment des grandes commandes emblématiques. Par exemple, la France va être l'invité très spécial des 3 jours de design, de la Design Week de Copenhague. C'est d'abord lié à une grande commande que la couronne du Danemark a faite au Mobilier National. En fait, il y a 3 ans de cela, et qui va encore prendre plus d'1 année et demie. Mais c'est dans le temps long de ces métiers d'art et de ces grandes commandes, au Mobilier National et à Aubusson, qu'on crée aussi des échanges fructueux avec les pays. Cette année, c'est aussi l'année de la France et de la Chine. C'est les 60 ans des relations diplomatiques France-Chine. Alors, on va inaugurer pour la première fois 2 grandes expositions patrimoniales, mais qui sont d'abord l'expression de savoir-faire. Une exposition que le président du Mobilier National va aller inaugurer en Chine à la fin du mois de mars, à Pékin, sur les palais disparus de Napoléon, qui sont là l'expression des arts décoratifs de ces palais que sont Meudon, les Tuileries et Saint-Cloud, qui ont disparu, mais dont le Mobilier National a gardé tous les décors. Et puis au 1er novembre, on va inaugurer à Shanghai l'exposition Le Chic sur les arts décoratifs français 1930-1960, qu'on fera en dialogue avec le comité Colbert, qui lui, au même moment, dans un autre endroit à Shanghai, va développer des ateliers pour montrer les savoir-faire à un public chinois qui est aussi très friand de ces enjeux métiers d'art. Dernier point, et ça c'est ce qui nous occupe peut-être le plus au Mobilier National, puisque nous avons été missionnés comme pilote d'un axe de développement fort qui est les foires et les salons. Je le disais, les métiers d'art, on le vend en poupe dans les salons et les foires. On en profite. À titre d'exemple, on vous a mis quelques points de chute cette année, mais on sera présent pour l'incontournable salon du meuble de Milan. Ça, c'est en avril. Venise et Homo Faber, qui est un enjeu incontournable aujourd'hui autour des métiers d'art. Les États-Unis, première destination française à l'export pour les métiers d'art. On y consacre nous beaucoup de temps, on y consacre un tiers aussi du budget qui nous a été alloué, parce que c'est clairement là aujourd'hui où nos artisans ont aussi un vrai enjeu de développement économique et business. Donc les États-Unis toujours avec Miami, puisque Miami est un grand salon de design où les décorateurs sont très présents, et Design Miami arrive en force à Paris pendant la Paris Plus, qui est la nouvelle Art Week parisienne du mois d'octobre. Donc on y sera présent. Copenhague, j'en parlais, puisque nous y sommes présents avec l'Institut français, comme le Mexique d'ailleurs, et comme la Chine, puisque nous parlions de Révélation, qui s'installe à Pékin en septembre. Voilà pour un tout petit tour d'horizon international de notre année 2024. Merci Loïc. Et après les 2 témoignages, on voit bien se dégager une cohérence des politiques publiques et des différents acteurs, puisque par exemple le cas de la Chine, c'est évidemment un déplacement présidentiel qui est dans le cadre d'un accord intergouvernemental des 60 ans, mais c'est aussi derrière donc des expositions, c'est aussi des résidences, c'est le côté plus économique avec le salon Révélation qui s'exporte. Voilà, l'idée, on voit bien qu'une idée émerge de cohérence des politiques publiques où chaque acteur prend sa part et où chaque acteur arrive à apporter le meilleur de lui-même, fait que le déploiement à l'international n'est pas simplement un à-coup, mais beaucoup plus quelque chose qui se fait aussi bien dans la connaissance de l'autre, des pays auxquels on va, que évidemment un souhait d'aider nos propres acteurs et nos propres créateurs. Alors, petite question, avant de passer la parole à Johan, pour les personnes qui sont dans la salle et ceux qui nous verront, et sur cette question de résidence, quel est, alors je n'ose pas dire le portrait robot, mais un peu le profil type
de la personne qui est sélectionnée soit par les projets du Mobilier national, soit par l'Institut français, peut-être qu'on reviendra aussi. Moi je sais, j'ai la réponse, il y a quand même un profil, c'est pas nécessairement jeune ou vieux, c'est quelque chose de particulier. C'est vraiment une fausse question parce que Marc est dans beaucoup de jurys. Donc, il y a un profil quand même, et je pense que tu peux le confirmer Marc, très tourné sur la jeunesse. On accueille beaucoup de jeunes designers qui se réintéressent beaucoup, qui sont très intéressés par les savoir-faire, qui délaissent aussi cette idée d'un design industriel pour retrouver un design qui allie le geste. On a aussi, et ça c'est très marrant, des créateurs, voire parfois des chercheurs en résidence, qui sont très intéressés par des notions pour lesquelles on était quand même passé à côté. Je pense par exemple à cette résidente libanaise qui s'est beaucoup intéressée à l'archivage du geste. Comment on archive dans le milieu des métiers d'art les sons, les gestes, l'outil, la pratique, comment on documente cette mémoire qui est un patrimoine immatériel et comment on peut l'inscrire dans la pérennité. Donc ça a été pour nous très enrichissant et puis ça challenge aussi jusqu'à nos propres conservateurs du patrimoine puisque en France on a une façon finalement très classique. Je regarde Hervé Lemoine parce que c'est l'ancien directeur des Archives de France. Et donc ça challenge aussi notre maison sur une façon d'archiver. Et puis, par exemple, notre résidente japonaise, elle s'est intéressée à quelque chose qui finalement n'intéressait pas beaucoup la maison. Ce sont ses essais tissés. C'est-à-dire qu'avant de faire une tapisserie, l'artisan et l'artiste se mettent d'accord sur des échantillons de couleurs, des échantillons de matière, sur la façon dont on va tisser la tapisserie. C'est une sorte de petit mood board préalable. Il y en a dans les tiroirs du Mobilier national. Ça fait partie d'un processus créatif. Et c'est peut-être finalement le moment le plus riche du dialogue entre l'artiste et l'artisan, dont on n'avait pas pris conscience de l'importance. Et ce regard de notre résidente japonaise venue en résidence d'inspiration nous a aussi ouvert les yeux sur cet angle un petit peu mort qui finalement ne relevait pas forcément l'attention. Et on a trouvé ça extrêmement intéressant. Et il y a une très belle exposition sur le sujet qui se prépare à Kyoto à la fin de l'année 2024 aussi. Merci. Pour répondre rapidement sur le profil, je ne sais pas s'il y a un profil type. En tout cas, le pacte qui est celui du candidat pour un projet de mobilité ou de résidence, c'est vraiment d'avoir un temps de suspension dans sa pratique pour, entre guillemets, se laisser envahir, déporter par la connaissance d'un nouveau contexte, de nouveaux acteurs, puisqu'en fait, ce sont des résidences de recherche et non pas de production. Donc c'est vrai que c'est vraiment, et c'est, comme tu dis, c'est aussi pas sans poser de difficultés de faire une pause. Ça paraît très bien dans l'abstrait, et ça peut avoir des implications si on est chef d'atelier et qu'il faut un peu tout laisser tomber. Mais en tout cas, je pense que du coup, Chloé, tu pourras compléter, parce que tu as une grande expérience dans la question des résidents, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir souscrire un peu à ce pacte. Et ce qui est très, très intéressant et super enrichissant, c'est de voir que le projet initial sur lequel le candidat a été sélectionné est souvent pas celui qui est mis en œuvre. Et souvent, c'est assez bon signe de fait que finalement, la découverte de matière, de personnes avec qui il a pu nouer un dialogue a finalement fait des bifurcations heureuses dans le parcours, parce qu'elles sont des fois plus sincères qu'un projet qu'on a pu penser depuis la France, même si on s'assure que chacun des candidats ne projette pas une sorte, entre guillemets, d'idée exotique sur la destination où il va arriver. Mais souvent, il y a ces méandres heureux, en fait, dans la rencontre et qui sont souvent très fécondes, quoi. Merci pour ces précisions, et on va aborder la dernière thématique d'aussi d'un acteur important qui est le ministère des Affaires étrangères, et plus particulièrement le département décoration,
Alors, je mets sur... Voilà. Vas-y. Et hop. Voilà, Joanne. Merci. Mais merci déjà, Marc, de m'avoir invité. Et merci au Mobilier National. J'avoue, c'est ce que j'ai avoué au début. Je viens rarement écouter, mais j'avoue que le fait d'avoir ces conférences filmées est très intéressant parce qu'on peut aller y picorer en fait beaucoup de choses. Donc, merci de permettre ces temps de parole à tant de personnalités différentes. Et je suis très heureuse de partager avec des collègues qui, en effet, travaillent aussi sur l'international, mais dans des biais très très différents. Voilà, donc merci. Je voulais saluer la présence de notre toute nouvelle chef de la décoration, donc qui travaille avec moi, Sophie Willem, qui est là ce soir, puisqu'on a une équipe qui s'étoffe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les métiers d'art et pour le design. En fait, je voulais expliquer un petit peu quel est ce service bizarre du Bureau Patrimoine et Décoration. C'est une ancienne appellation qu'on perpétue. Le patrimoine, pourquoi ? Parce qu'il y a 40 000 œuvres d'art à suivre partout dans le monde qui sont déposées par les institutions auxquelles appartiennent au Mobilier National ou au musée ou à différentes institutions. Il y a toute la question des bâtiments qui sont protégés monuments historiques ou qui ont un intérêt historique. Donc il y a tout ce volet patrimonial et la restauration des œuvres d'art. Donc on touche aussi au métier d'art quand il s'agit de la restauration. Et puis il y a ce volet décoration, en fait, qui pour nous est de l'architecture d'intérieur. Donc c'est une équipe qui a 3, bientôt 4 architectes d'intérieur qui conçoivent cette arme diplomatique. J'ai bien aimé le terme. Moi j'avais écrit décor de la diplomatie, contexte, outils diplomatiques, mais j'aime beaucoup le arme diplomatique que sont nos résidences d'ambassadeurs et puis les espaces de chancellerie diplomatique, donc comme une vitrine des métiers d'art. Donc c'est un service qui fait partie d'une direction de l'immobilier. Donc c'est aussi, ça donne la mesure avec des grands travaux. Et donc cet accompagnement d'entretien des bâtiments jusqu'à son aspect mobilier et justement son effet de vitrine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre Belgrade, donc c'est sympathique d'en avoir parlé, pour expliquer en fait qu'on a à peu près 250 lieux de représentation où on a cette vocation de représentation et des métiers d'art et de la culture. Et en fait, nous, ce ne sont pas des lieux d'inspiration, mais des lieux de représentation de la France. Comment la France se présente à l'étranger, comment elle travaille son soft power, justement, et comment ces espaces-là sont les lieux où eh bien, les diplomates vont signer des contrats, recevoir des homologues, enfin vraiment à quel endroit on arrive à représenter la France, tant économiquement, culturellement, et tout ce qui peut servir à la diplomatie, quelle qu'elle soit. Et donc, on avait, on va remettre, parce qu'il y avait un tout petit point, donc Belgrade, qui était cette idée de tradition, un bâtiment des années 30, les arts déco. On a aussi un reflet sur la modernité. Vous avez à droite Lisbonne, où en fait on a un palais baroque dans lequel on a un magnifique plafond avec des assiettes chinoises, qui est une collection extraordinaire sur lequel le musée Guimet a fait une exposition il y a quelques années qui était fabuleuse. Et on a demandé à Hubert Le Gall, il y a 3-4 ans, de travailler sur ce salon. Il a proposé des chaises, on a travaillé aussi sur cet effet de miroir, il y avait des projets de tapis, donc voilà, cette idée de placer tradition, modernité, et bien sûr l'ambition d'être le plus contemporain possible et de pouvoir initier aussi le design de demain à travers certaines créations. Alors, un des éléments de ce soft power, c'est le bureau de l'ambassadeur. Donc, j'ai replacé bien sûr ce bureau art déco de Pierre Charot, donc, où justement les arts décoratifs en 1925 montraient une ambassade française et ça faisait partie des pavillons. Donc, on avait déjà en effet cette conscience-là. Mais c'est autant un lieu de travail, un lieu de négociation, mais toujours le lieu de l'affirmation de l'identité française. On a en haut une vue de New Delhi, qui est un bureau qui a été fait dans les années 85 dans un bâtiment de Chemetov par Annie Tribel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait utilisé des savoir-faire locaux pour créer ces différents canapés à partir de savoir-faire locaux. Donc il y avait un travail avec les savoir-faire locaux et on va le restaurer prochainement et on espère s'appuyer aussi sur des savoir-faire locaux. J'ai placé Washington, donc j'étais très contente de voir qu'on était assise sur des chaises Washington, donc qui font comment on a créé un jour un bureau d'ambassadeur qui est devenu
on va dire, un tube du design grâce à l'ARC, justement, qui avait prototypé. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la lampe Washington, de la table Washington, des chaises Washington. Et donc, on voit que ça peut être le moteur à une création. Vous avez en bas un bureau tel qu'on l'a fait récemment, où on est sur des choses, voilà, on est plus sur des lieux de travail, même si on essaye de mettre en valeur. On a plusieurs entreprises françaises qui ont travaillé ici, du Vivier, Petite Friture, enfin, on va... en fait, le spectre est large et il faut s'en rendre compte. On va du très gros distributeur, qui est aussi un acteur de l'économie du design français, à des pièces uniques. Et c'est ça qui est assez complexe à mixer au quotidien pour arriver à la fois défendre nos gros éditeurs et en même temps les petits. Et on espère lancer un projet de bureau d'ambassadeur avec le mobilier national. On en rêve depuis un certain temps pour recréer cette dynamique justement et qu'on puisse avoir à nouveau, je ne sais pas quelle ville, mais cette idée de création dans une ville. Alors ensuite, je suis obligée de parler en fait des lieux qui sont les plus permanents, on va dire, et les plus importants pour nous, pour le design. Ce sont les résidences d'ambassadeurs. Alors c'est pas l'effet Ferrero, c'est bien des lieux de travail, des lieux de réception, et c'est des lieux où justement on retrouve ce soft power allié au slow made. Alors j'aime pas ces deux termes parce qu'ils sont anglais, mais en même temps ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc c'est vraiment cet espace à la fois soft power qui utilise ce slow made. Et les gros mots pour les conservateurs, enfin des mots qui pour moi étaient très étranges avant, cette notion d'art de vivre à la française, mais elle veut vraiment dire quelque chose à l'étranger. Elle est vraiment importante, quel que soit le pays. La manière de recevoir, la manière de présenter, la manière de discuter, la manière de s'asseoir, la manière de servir, tous ces éléments-là sont très très importants et ont besoin d'un cadre, cet art de recevoir. Donc on a toujours cette idée de tradition. Vous avez Ottawa encore un grand moment du design dans les années 30, mais on a essayé de continuer à chaque fois d'être au plus présent de la création. Vous avez en bas à gauche Berlin, donc une création d'Elisabeth de Porzenpark dans un bâtiment de Porzenpark, et puis Beyrouth, la résidence des Pins, qui est une sublime résidence où Garo Stebanetti avait travaillé sur des décors de tapis qui sont toujours présents et des lustres d'Olivier Gagnère. Et ce qui est intéressant, en fait, il faut se rendre compte que quand on intervient, on ne réinterviendra pas dans les 10 à 20 ans. Donc il faut à la fois être moderne et intemporel et arriver à être le plus permanent possible. Alors, si on peut mettre la suivante, ça me permet de signaler qu'en effet, on s'appuie sur des architectes d'intérieur. Vous avez ici un travail qui a été fait par une architecte d'intérieur qui a travaillé dans le service pendant 42 ans, donc qui a servi la France pendant 42 ans et qui a fait un nombre d'ambassades considérable, Anne-Sophie Fristebo. Et je voulais montrer un exemple de son travail parce que quand on parlait d'ensemblier, nous, on a au quotidien des architectes d'intérieur qui essaient de travailler au maximum avec des designers, avec des ensembliers, pour arriver à créer quelque chose, et ils apportent leur connaissance des lieux, leurs habitudes, la manière de répondre à la diplomatie avec justement toutes ces idées de designers. On est à La Haye, un projet de 2017 où on fait se dialoguer Sonia Delaunay, une table d'Adney, et puis de l'autre côté des créations d'Éric Jourdan pour la salle à manger, des créations d'Éric Bizarre. Enfin voilà, cette idée de faire dialoguer, et les tapis ont été créés expressément pour l'ambassade de La Haye, et d'avoir ces métiers en fait qui conçoivent des espaces complets qui permettent d'avoir un regard le plus large possible. Alors un autre architecte d'intérieur qui travaille au sein du service, Emmanuel Brière. On a ici Prague. Alors Prague, c'est un palais baroque et l'idée a été de restaurer. Ça fait des années que ce palais devait être restauré. Il appartient à la France depuis 1930 et la dernière restauration s'était faite un peu très rapidement à une visite de François Mitterrand en 88, qui était d'ailleurs un acte politique très important puisqu'il avait reçu Václav Havel dans l'ambassade. Donc c'était un lieu justement où la photo qui a été prise dans l'ambassade a été un acte politique. Donc comme quoi le cadre est important. Et en restaurant, on s'est posé la question comment faire. Vous avez donc la façade, mais vous avez au centre le palais tel qu'il était il y a quelques années, ce salon Richelieu qu'on a transformé à droite en salon des manufactures,
où justement la première pièce où on rentre, c'est une ode, si je puis dire, aux manufactures. On a un tapis de savonnerie, une tapisserie des Gobelins et un Sèvres posé sur la table. Et l'ambassadeur, dès qu'il accueille ses invités, ou l'ambassadrice, peut présenter d'emblée les manufactures, et on a un clin d'œil à la cristallerie de Bohème. Donc on a cette idée de traverser, défendre les manufactures françaises dès qu'on rentre dans ce palais baroque. Si on peut voir la suivante, on est encore à Prague, et donc on a le grand escalier d'honneur, où là on a travaillé avec la manufacture Pinton, sur un tissage assez exceptionnel pour l'escalier, mais surtout ce salon Charles X où on a travaillé à insérer du mobilier contemporain tout en conservant le mobilier historique, puisque le mobilier ancien que vous voyez a été acheté avec le palais, donc il fallait conserver ce mobilier historique. On a inséré un mobilier contemporain pour rendre contemporain, mais surtout ce projet de tapis qui est très important, qui est un projet à partir d'un carton justement qui vient du mobilier national, qui avait été repéré par un architecte d'intérieur et qui a demandé la possibilité d'utiliser ce carton. Il y a un travail qui s'est mis en place avec la designeuse. Alors je vais sans doute écorcher son nom, Janaina Rainakainen, qui est finlandaise, mais qui a fait un tapis qui en savonnerie est une pure merveille. Et l'idée était d'arriver à le transférer en tapis tuft, donc une autre technique, adaptée à un autre espace et à d'autres coloris. Donc le challenge était important. Le travail de l'architecte d'intérieur a été très important pour redessiner. Et la manufacture Pinton, donc manufacture qui est installée à Felletin en Creuse, a essayé de trouver des techniques de tissage particulières pour arriver à rendre un rendu qui soit très particulier. Donc là, on avait partir d'un tissu d'une manufacture d'État, enfin d'un tapis d'une manufacture d'État, pour le faire dans une manufacture privée et arriver à rendre ce projet le plus viable possible, aussi économiquement. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on a un lieu, qu'on a un espace, on a aussi un budget. Et qu'on est dans cette question de finances publiques, avec toutes les restrictions budgétaires du monde actuel, où en effet on défend les métiers d'art, et il y a une importance, mais il y a aussi des finances publiques. Donc ce qui explique qu'on essaie aussi de trouver le meilleur compromis pour arriver à défendre au mieux dans les budgets qui nous sont alloués ces différents métiers d'art. Ça me permet de parler aussi des métiers d'art de la restauration, puisque Prague a été un des points aussi où on a eu un restaurateur peintre décorateur qui a restauré la partie de peinture qu'on voit à l'arrière, qui est un élément 18e. Et surtout, on a souvent la question des tapissiers. Et ça, c'est très très important. Le savoir-faire tapissier français est important et particulier. Et il y a une manière de faire des tentures, il y a une manière de faire des rideaux qui est vraiment française, qui se partage, mais qui n'est pas toujours identique. Et donc, là, on a un tapissier français qui a travaillé. Parfois, on travaille avec des tapissiers locaux. Parfois, on envoie des tapissiers français travailler avec des tapissiers locaux. Et il y a vraiment ce jeu et cet intérêt de lien entre les savoir-faire. Donc, on peut passer à la suivante. Un autre exemple rapidement pour montrer, on est à Jakarta, c'est un projet 2020, pour montrer un canapé de Noé Duchaufour-Laurence, pour montrer qu'on essaie de choisir certaines pièces importantes et qui représentent et qui après se vendront aussi facilement dans le pays, sont une image de marque, et c'est dès l'entrée avec tout un travail qui a été fait localement de canage, qui essaye de travailler sur cette idée du jardin, et en même temps en utilisant un savoir-faire local et puis une partie de la résidence pour montrer que ce sont des lieux quand même très agréables. On a ensuite Doha, c'est une manière de montrer d'autres petits événements qu'on essaie de créer pour la Coupe du Monde de football. On savait qu'un nombre très très important d'invités allait passer au sein de la résidence et il n'était pas question de refaire intégralement cette résidence puisqu'il y a un projet de transfert de la résidence, donc on n'allait pas refaire intégralement, mais de remettre à jour et de faire un événement. Donc on a restauré en fait l'ameublement, on est dans un bâtiment de Reichenau-Robert et avec des meubles toujours présents qui avaient été achetés dans les années 80 chez Christian Liègre, mais qui avaient été dessinés par Philippe Hurel. Donc on avait des grands noms du design qui sont permanents, qu'on a restaurés pour l'occasion. Et puis on a demandé, on a essayé de valoriser, on peut passer à la suivante, on a essayé de valoriser des savoir-faire français pour ces moments justement de réception,
Alors, on a eu des dépôts exceptionnels aussi. On ne parle pas des œuvres d'art, mais on a eu des dépôts exceptionnels du CNAP, Centre national des arts plastiques. On a eu des dépôts du Mobilier national, des consoles de Christian Duc. On a essayé de mobiliser pour faire un petit événement. On a des luminaires qui ont été créés qui sont de la société Designer, une société 100% française, qui a adapté un de ces modèles qui se vend couramment, mais pour faire un événement et qui a derrière ça a eu une vitrine importante. On a aussi chez nous la problématique des arts de la table, donc on a des dépôts de la manufacture de Sèvres, mais on a aussi toutes les questions des nappes, et là on avait fait faire spécialement une nappe par la société Renaissance, qui est une société qui fait encore la broderie main. On est dans les savoir-faire et qui a travaillé sur le coq pour cette Coupe du Monde. Et on avait produit un tout petit fascicule en interne qui a été distribué aux invités, qui mettait bien sûr le nom des artistes, des entreprises, pour pouvoir créer cet effet, pas publicitaire, mais vitrine du savoir-faire français, et pouvoir vraiment citer quelles entreprises étaient présentes pour tous les invités français et étrangers qui étaient sur place. Alors, je pourrais multiplier les exemples, je ne le ferai pas ce soir, même si j'aurais bien eu envie. Un travail en cours qui n'est pas encore totalement formalisé, avec Bruno Moinard sur la résidence de Londres. C'est des rencontres entre un autre architecte d'intérieur, Bertrand Calice, qui est au sein du service, et un designer, et puis comment un modèle existant peut s'appliquer, évoluer, être adapté aux besoins d'une ambassade, parce que, par exemple, une table de salle à manger, c'est une problématique très complexe. On en a créé aussi, nous, une en interne de gestion, enfin c'est tout bête, mais de gestion de rallonge, de longueur de table, de pieds qui ne gênent personne, Et on est dans ces questions-là au quotidien, qu'ont les designers, mais nos architectes d'intérieur, quand ils choisissent le mobilier, ont ces questions-là. Donc on a différentes propositions. Et voilà, donc je vous remercie de l'attention. Je reste pour les questions. J'ai mis d'autres beaux exemples. Les résidences sont en effet des lieux de rayonnement de notre savoir-faire. On a ici le Nigeria et l'Éthiopie qui ont été refaits récemment et qui sont l'objet, j'ai montré tout à l'heure par exemple Prague, où on est sur un bâtiment vraiment baroque, mais le Nigeria, c'est une construction, on construit encore, pas beaucoup, mais on construit encore des ambassades. On a inauguré la chancellerie de Séoul cette année, celle de Libreville au Gabon. Donc ce sont des projets, des challenges importants pour l'image de la France, et comme je l'ai dit, toujours en essayant de respecter au mieux nos finances et le rayonnement maximum des savoir-faire et des designers. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci aux trois intervenants. On a essayé de faire le tour de la question. J'ai quelques idées de thèmes pour l'année prochaine. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine pour la suite. Merci.